Pour cette première émission de la Grande Transformation, nous allons traiter le sujet de la définition de sa stratégie d'entreprise dans un contexte de transformation numérique. Avec mes invités de la semaine, nous allons échanger nos points de vue sur ce sujet sensible, car il est quand même un point de repère essentiel pour emmener l'équipe. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie? À quel terme définit-on cette stratégie? Et j'ai encore plein de questions. Allez, c'est parti. Amis internautes, bonjour. Bienvenue dans l'émission La Grande Transformation. L'émission web dédiée aux directeurs, aux start-upers, aux étudiants, aux usagers, qui va aborder toutes les thématiques de la transformation numérique des entreprises. Toutes les semaines, nous aborderons un sujet qui vous donnera les éléments clés de cette transformation pour la faire au plus vite, au plus juste, pour avoir une transformation durable avec de la croissance. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la transformation numérique avec la stratégie d'entreprise. Quel impact ça peut avoir sur les deux et comment arriver à le mettre en œuvre. On va traiter ce sujet aujourd'hui avec Cosmina. Alors Cosmina, tu es consultante en transformation numérique, plutôt spécialisée dans le marketing digital. Bonjour. Bonjour. Ludo, bonjour. Bonjour. Tu es également consultant en transformation numérique, Oui, mais un peu plus orienté indoor. Voilà, un peu plus système d'information. Donc, on va commencer tout de suite. Pour bien poser le sujet, je proposerais que pour nos internautes, on pose déjà les bases de ce qu'est la transformation numérique de l'entreprise. Ludo? Alors, pour moi, la transformation numérique de l'entreprise, ça peut se voir sur deux aspects, la transformation numérique interne et la transformation numérique vers l'extérieur, en termes de services et de produits. Donc voilà, on voit qu'il y a plein de choses qui changent en ce moment, le numérique est partout, les données sont partout, le digital est partout. Et donc c'est comment l'entreprise, dans cette transformation, va utiliser tout ce qui se passe autour pour offrir de nouveaux services, soit en interne, soit vers l'extérieur. D'accord. Et ton point de vue, Cosmina? Je rebondis ce que disait Ludo sur l'adaptation à toute cette accélération dans le domaine de numérique. On parle des nouveaux usages, on parle des nouveaux acteurs, on parle de temps réel, de Facebook, de partage, de tout ça. Des nouveaux modèles financiers aussi? Des nouveaux modèles financiers. L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est aussi de se remettre en cause et éventuellement changer leur business model pour s'adapter à cette transformation. D'accord. Alors, on va revenir à la stratégie d'entreprise. On voit que ça bouge énormément, ça bouge vite. Par rapport à vos expériences avec vos clients, la définition d'une stratégie quand il faut aller vite, hein, la stratégie, on se dit, c'est pas demain, c'est à moyen, voire long terme. Sur quel terme vous travaillez avec vos clients et comment mettre en place cette stratégie? Alors, pour moi, il y a deux aspects. C'est comment est-ce que la transformation digitale peut avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise. Oui. Et ensuite, en termes de stratégie d'entreprise, quels peuvent être les impacts sur la transformation du digital. Donc, les deux sont liés. L'un peut avoir un impact sur l'autre et l'autre peut avoir un impact sur le premier. Voilà. Après, en termes de... est-ce qu'il faut qu'une entreprise définisse sa stratégie sur les 15 années à venir? Pas forcément. Même déjà avant, quand c'était plus long, c'était un peu compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit les choses qui évoluent très vite, donc se donner des lignes directrices en disant je vais aller dans telle direction, offrir tel type de service, aller par là, oui. Savoir quel type de population on veut toucher, oui. Par contre, définir à long terme quels sont les moyens qu'on va employer pour y parvenir, pour moi, ça n'a pas de sens parce que les moyens qu'on a actuellement ne seront pas les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans et encore moins dans 15 ans. Et donc, pour toi, dans les termes qui sont proposés, c'est à quoi? C'est une échéance 1 an, la stratégie, 2 ans, 5 ans? Il faut planifier, pour moi, des plans sur 2 ans, 3 ans grand maximum. Voilà. Après, sur l'année en cours, bien sûr, on va définir des choses plus précises. À 2 ans, un peu moins précises. Au-delà de 3 ans, ça n'a pas de sens. Ça a moins de sens. Et c'est un peu plus incertain. C'est un peu plus incertain, c'est-à-dire qu'on peut définir, comme j'ai dit tout à l'heure, des lignes directrices. Par contre, de là à planifier des plans en disant premier semestre 2018 je vais faire ça, et deuxième semestre 2018 je vais atteindre tel objectif, voilà, on se lance dans l'inconnu, on va faire des plans qui vont servir à rien parce que derrière la réalité du marché va changer, parce que la réalité de nos clients vont changer, parce que les usages de nos clients vont être différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
Donc se donner des lignes directrices, oui. Planifier des choses et se donner des objectifs précis, chiffrés, c'est une perte de temps si on parle de 5 ans, 10 ans. De ton côté, Cosmina, par rapport au projet que tu rencontres sur la stratégie et du marketing digital, dans la transformation sur le marketing digital, ta perception sur ces délais, est-ce que c'est aussi long terme, 2-3 ans, ou au contraire c'est une vue un peu plus courte? Pour moi, ça change tellement vite, hein, toutes ces nouvelles usages, tous ces nouvelles acteurs, ça change tellement vite. Et il faut toujours s'adapter. Faut toujours être en veille. De toute manière, la transformation digitale, elle vient avec des études de marché constantes. La R&D, elle prend de plus en plus une place importante dans l'entreprise d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment se projeter à moyen terme. Mais on fait des stratégies plutôt à quelques mois, 1 an. On teste, on voit comment ça fonctionne. Il y a aussi une temps d'adaptation en interne et en inbound et en outbound. Et il y a aussi le risque d'être rejeté par son public qu'il faut peut-être prendre en compte, par ses clients qui peuvent ne pas adopter le nouveau produit, le nouveau service qu'on a lancé. Et ça dépend vraiment du marché, du marché de l'entreprise. Donc dire que je vais construire quelque chose aujourd'hui pour 2 ans, pour moi c'est pas adapté, parce que dans 2 ans on aura peut-être des nouveaux usages, des nouveaux acteurs, et il faudra toujours s'adapter. D'accord. Et dans cette équation, on parle parle du terme, de la stratégie d'entreprise. Et si on devait mettre les collaborateurs dans cette équation, dans la transformation et la stratégie, on leur donne quelle place? Aucune. Aucune? Vas-y. Non, idée intéressante. Non, bien sûr, ils occupent la place majeure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un dirigeant d'entreprise, un dirigeant de start-up, un dirigeant de service dans une entreprise dise voilà, moi je veux aller dans telle direction, c'est ma stratégie, sans en parler à ses collaborateurs et sans faire en sorte qu'il y ait une adhésion autour de ce projet-là. Ce sont les collaborateurs qui vont mener le projet, qui vont mener cette stratégie à terme. Donc il faut forcément qu'il y ait une adhésion. On ne peut pas imaginer de donner une ligne directrice et puis après on attend que ça se passe sans faire en sorte que les gens collaborent. On allume des cierges. Je pense que la transformation, ça se fait ensemble. Ça se fait d'abord en interne. Tout le monde doit adhérer à cette nouvelle stratégie et doit être convaincu que c'est la meilleure chose pour l'évolution de l'entreprise. Et donc moi je le vois dans chaque département de l'entreprise, une possibilité de s'adapter à cette transformation numérique, en partant par les commerciaux qui doivent adapter leur discours commercial pour faire du commercial peut-être par les réseaux sociaux, avoir une présence en ligne de plus en plus avancée, et voire même au niveau gestion, avec l'utilisation de la CRM, un ERP ou autre. Puis on n'est plus dans un mode de collaboration comme ce qu'on pouvait voir il y a 10 ans, où on avait un chef qui décidait un petit peu pour l'ensemble de ses collaborateurs. Maintenant on est dans une collaboration qui est beaucoup plus forte, avec une place donnée aux gens qui est beaucoup plus importante, et chacun a le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que chaque personne a une connaissance qui est beaucoup plus large que ce qu'on pouvait avoir avant, parce que justement on a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, et donc toutes les idées de ces personnes-là sont bonnes à prendre. Donc définir une stratégie, oui. Après, faire en sorte que les collaborateurs puissent apporter leurs idées, apporter leurs contributions, et faire en sorte que par ce biais-là tout le monde adhère à ce projet d'entreprise, c'est forcément la chose à faire. C'est vrai que dans ce que vous dites là, moi je perçois un nouveau modèle d'entreprise, une nouvelle organisation, c'est-à-dire que les modèles qu'on a pu connaître auparavant avec des hiérarchies très pyramidales, que les modèles plutôt à plat, flat, comme on a plutôt tendance à utiliser comme expression, me semblent plus adaptés à ce que vous dites que simplement essayer de faire un pas de changement de l'organisation. Et puis ça va dans le sens de la transformation, c'est-à-dire qu'on est sur des cycles qui sont beaucoup plus courts qu'avant. Si on doit passer par toute une pyramide de validation et de prise de décision, forcément ça prend plus de temps et on est en retard sur le marché. Si on a des circuits de discussion, de collaboration qui sont beaucoup plus courts, on est beaucoup plus réactif face à ce qui peut se passer à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait de manière brusque. Pour moi, c'est une adaptation continue.
ça commence dans l'entreprise, mais ça passe d'abord par la bonne compréhension de ceux qui sont en interne, avec des nouveaux outils, avec une nouvelle façon de voir leur métier, leur propre métier, qui est en train de se faire des mutations. Alors, moi, j'imagine un cas d'un chef d'entreprise qui dit « Ok, moi, je vais définir ma stratégie à 2 ans. Et puis on va faire un site web, et puis on va vendre en ligne, et comme ça je suis tranquille pour 10 ans. » Vous lui répondez quoi à cette image un peu brute de ce que j'ai décrit? Définir des lignes directrices en disant, moi je vois pas, parce que là dans ce dont tu as parlé, on parle d'outils. C'est-à-dire qu'on dit je veux faire un site web. Un site web c'est quoi? C'est un outil pour toucher un marché. Est-ce que c'est un marché de population plus jeune? Est-ce que c'est un marché qui n'était pas accessible avant parce qu'on est en ligne, on s'ouvre sur l'international alors qu'avant on était plutôt en local? Voilà. Donc c'est plutôt, pour moi, le dirigeant doit définir une stratégie en disant une vision peut-être? Une vision, plutôt une vision, en disant je veux aller dans telle direction, telle direction. Est-ce qu'il peut faire participer les collaborateurs à cette vision? Pour ma part, je suis favorable. Après, bon, il y a des cultures d'entreprise qui sont différentes, mais voilà, qu'il y ait une ligne directrice qui soit donnée me choque pas. Par contre, de définir les différentes étapes pour y arriver, quand on parle justement de nouvelles technologies, dans les moyens pour arriver à ces objectifs, définir des choses sur 3 ans, 4 ans, de faire un site web, ok, mais est-ce que le site web, une fois qu'il sera fait, ne sera pas déjà, déjà trop tard, ou ne sera plus au goût du jour, et voilà. Donc on définit les choses étape par étape, on regarde ce qui fonctionne, on regarde ce qui ne fonctionne pas, on adapte, mais définir des outils sur les 5 ans à venir, ça n'a pas de sens. Je vais rebondir sur Ludo Cosmina. Là, il vient de parler d'expérimentation. On essaye pour voir si ça marche pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut déployer systématiquement ou alors le faire à l'ancienne en disant je sais, c'est comme ça? J'ai peut-être un peu donné la réponse quand même, mais... Ma grand-mère m'a dit que... Alors, je pense que c'est ce que dit Ludo. Je pense qu'il faut tester, il faut toujours se laisser la place pour tester. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, avoir un site web ou un compte sur les réseaux sociaux, c'est ça la transformation digitale. Pourtant, il y en a beaucoup qui pensent que... Et surtout quand ça rentre dans la stratégie, c'est un peu plus inquiétant. Voilà, en plus. Mais je pense que la stratégie digitale, la transformation digitale, ce n'est pas ça. Et effectivement, on peut pas juste dire voilà, c'est ça mes nouvelles valeurs, c'est ça ma nouvelle stratégie. Et ça passe par un site web, et ça passe par un réseau social. C'est un tout, c'est un ensemble d'outils qui font que on est aujourd'hui omnicanal, on est de plus en plus présent. C'est vrai. Et on essaye d'optimiser au mieux notre présence pour atteindre certains objectifs. D'où cette stratégie digitale, acquérir un nouveau public, à l'international ou autre. On n'a pas beaucoup parlé de croissance. On a parlé de stratégie, de transformation. La croissance dans cette stratégie avec la transformation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que le but c'est de se maintenir, c'est d'accélérer, elle monte, elle descend Ça dépend. Non, je pense que ça dépend de la boîte. Ça peut être juste un effort de se maintenir parce qu'il y a des nouveaux acteurs et parce qu'on a de plus en plus de mal à fidéliser nos clients ou avoir des nouveaux clients. Et où ça peut très bien être une accélération. J'innove dans mon secteur d'activité, je risque. Innover, c'est aussi risquer, prendre un risque et apporter quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, tu as le risque d'être repoussé par la communauté, de dire qu'ils ne peuvent pas s'adapter ou qui... En fait, pour moi, la beauté, c'est de masquer la complexité de la technologie pour favoriser l'usage. On pense à Amazon, Google, voilà. Ça devient une habitude. On va tout de suite sur Google, on ne se pose plus la question, on y va tout de suite sur Facebook dès qu'on ouvre notre smartphone. Donc, il faut que ça devienne une habitude. C'est le levier de la transparence de la technologie. Exact. Cosmina a parlé d'innovation. Est-ce que l'innovation est une thématique qui doit rentrer dans la stratégie et quelle est sa place dans la transformation numérique? Si on parle de croissance, je disais tout à l'heure, je vais revenir sur la partie croissance, il faut forcément de l'innovation. C'est-à-dire qu'on est confronté, tu disais tout à l'heure Cosmina, que
une entreprise pouvait décider juste de se maintenir parce qu'il y avait des nouveaux entrants qui arrivaient. Pour moi, une entreprise, même s'il y a des pure players qui arrivent et qui disent bah voilà, moi je vais révolutionner le secteur parce que j'ai des nouvelles idées, parce que j'ai pas toute une lourdeur derrière moi et je vais pouvoir faire des choses très très vite. Pour moi, une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années et qui doit passer ce cap de la transformation digitale, a des avantages importants par rapport à ces pure players. Ils ont une implantation, ils ont un marché, ils ont des clients. La seule chose qui leur manque, c'est cette partie de flexibilité, d'agilité pour justement se transformer. Et ça, c'est juste une question d'organisation, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'avantages que le pure player, et avec, on va dire, une transformation, une conduite de changement en interne, on peut facilement conquérir ces parts de marché sur ces pure players qui arrivent et qui font très très peur à tout le monde en disant mais oui, il y a des boîtes qui arrivent, qui ont une valeur qui explose en quelques mois, alors que les services sont pourtant des services qui sont simples, qui nécessitent, voilà, c'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir le marché, mais chaque entreprise qui existe peut avoir ces idées-là, il faut juste réussir à les faire émerger de l'entreprise. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est pas la technologie, là je rejoins là-dessus Cosmina, c'est pas la technologie qui est au cœur, c'est les idées, comment on les fait émerger. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les nouveaux entrants, ils n'ont pas leur place. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut faire une application mobile. Tu n'as plus besoin de connaître un certain métier pour faire une application mobile. Je ne dois pas être médecin pour lancer une appli sur la e-santé, par exemple. Donc, d'où aussi la difficulté. Parce que tout ce qu'on connaît. De la barrière à l'entrée qui sont moins fortes. Exact. Et qui s'ouvrent à beaucoup plus. Exact. Et ça ne veut pas dire si on est des nouveaux acteurs, qu'on n'a pas notre place et qu'on n'a pas la possibilité, avec une belle stratégie digitale, d'acquérir rapidement tout ce que une société traditionnelle a déjà acquis dans des années d'existence. Bon, on voit que le sujet est quand même très très large, aborde beaucoup de points de la transformation numérique. On pourra en parler pendant très longtemps. Si là, on devait conclure cette rubrique, la thématique, donc la transformation numérique des entreprises dans la définition de la stratégie d'entreprise, si on devait donner 3 conseils aux dirigeants, justement dans l'approche de leur transformation numérique et leur stratégie, lesquels seraient-ils dans vos spécialités réciproques, marketing digital et puis le système d'information? Pour moi, alors, les 3 conseils que je donnerais, c'est le premier, ne pas attendre, y aller tout de suite. Le sentiment d'urgence. Voilà, c'est si on attend un mois, c'est un mois de perdu. Voilà. Deuxième conseil, c'est mettre les collaborateurs au centre de cette transformation. Sans les collaborateurs, sans un projet d'entreprise, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et le dernier point que je mettrais, c'est ne pas essayer de copier les autres en se disant voilà, mon concurrent a fait un community manager et puis on le retrouve sur Facebook et Twitter, donc moi, pour faire ma transformation digitale, je vais me créer un compte Facebook et Twitter. Non, la transformation digitale ou l'innovation, c'est justement faire émerger des nouvelles idées, c'est se mettre à la place du client, essayer de se dire ok, qu'est-ce que mon client attend de moi avec les nouveaux usages qui existent actuellement, et qu'est-ce que je peux lui proposer, et après comment est-ce que je vais le chercher pour lui proposer ça. Voilà. Donc si les 3 conseils, c'est ne pas attendre, mettre le collaborateur au sein du projet d'entreprise, et puis être à l'écoute du client, parce que c'est de là que vient le business. Tout à fait. Pour toi, Cosmina? C'est difficile après le dos. Moi, je pense que faut faire de la veille. Faut rester en veille, parce que l'innovation, c'est aussi connaître son marché, son client, voir les nouvelles pratiques, les nouvelles technologies ou autres. Donc, il faut toujours rester en veille. Deuxièmement, comme Ludo le disait, être à l'écoute de son consommateur, essayer d'utiliser toutes les informations qu'on a déjà dans l'entreprise et qu'on ne sait peut-être pas les utiliser. Par exemple, votre CRM, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde dans l'entreprise, ou est-ce qu'il est plutôt fermé et destiné que au département marketing ou que aux commerciaux? Et troisièmement, ce que disait Ludo sur les employés, essayer de former ses employés. La transformation, comme tu le disais, Émeric, dans un webinaire, s'adapter ou mourir. Il faut aussi les aider, évidemment, il faut aussi les former aux nouveaux usages et essayer de les mener là où on veut y arriver. C'est vrai que c'est pas facile d'en choisir 3. On aurait pu dire aussi préparer l'entreprise à l'imprévisible, avoir une culture d'entreprise très forte. Enfin voilà, il y a de nombreux critères.
On va clore ce sujet-là maintenant. On va passer à la rubrique suivante, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, parmi toutes ces informations, j'ai noté l'enquête de la FEVAD qui a été publiée il y a quelques jours. Le chiffre qui m'a particulièrement sauté aux yeux, c'est 23% des personnes équipées de 4G en 2014 ont fait un achat en ligne, un achat depuis leur mobile. Ça vous apporte quelle réflexion? Alors, en fait, moi, sur ce chiffre-là en particulier, je ne sais pas comment l'interpréter, parce que, on va dire qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Est-ce que c'est, pour moi, ce chiffre-là qui montre que plus d'utilisateurs de 4G vont utiliser leur téléphone pour faire des paiements ou des achats sur Internet, est-ce que ça ne veut pas dire que les possesseurs de téléphones 4G, donc qui sont les téléphones de dernière génération, donc des personnes qui suivent l'actualité, sont plus... Et qui ont plus de facilité à accéder à l'ensemble de services? Oui, mais est-ce que c'est la 4G qui va offrir ces services-là, ou est-ce que c'est plutôt le type de population qui a ce type d'appareil qui va être plus enclin à... C'est 80%, de mémoire 80% des 18-35 ans, voilà. Non, 90% des 18-35 ans qui sont équipés de smartphones. Voilà, donc pour moi c'est plutôt une population qui veut toujours avoir les smartphones dernière génération et qui dans sa culture, parce que c'est une population jeune qui a toujours connu ça, est plus on va dire plus enclin à faire ce genre d'achat sur Internet. Par contre, il y a un autre chiffre que j'ai vu dans cette étude-là, qui est que le nombre d'achats sur mobile est passé de 11% à 17%. Là, on parle pas de 3G, 4G, ou Edge, voilà. Et donc ça veut dire que ça a augmenté de 50%. Non. Et donc ça, c'est pour moi le chiffre qui est intéressant. Pour toi, Cosmina? Je pense que la tranche d'âge, elle est très importante. Est-ce que c'est 18, 24, elles font partie de la cible de tout le monde? Peut-être pas. La différence entre les années entre 2013 et 2014, elle est assez importante. Il y a quelques dizaines de pourcentages, non? Entre 2013 et 2014 par rapport à la 4G. Pour moi, pour la 4G, en fait, c'est un service, c'était un service du luxe, hein, ce qui n'était pas accessible à tout le monde parce qu'il était, il y a 40% des gens qui sont dotés d'un smartphone, mais est-ce que ce smartphone, il est doté, est-ce qu'on peut avoir la 4G là-dessus? C'est pas toujours le cas. Les opérateurs forcent. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Oui. Et est-ce que, comment on fait ces achats? Est-ce que c'est plutôt au niveau des applications mobiles qui sont améliorées, qui sont de plus en plus fortes? Est-ce que c'est la présence des acteurs sur les web stores, sur les app stores, sur les Playmobil qui sont de plus en plus forts? Ou c'est la confiance aussi, la confiance des utilisateurs pour mettre la carte bleue sur les applis qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Donc c'est vrai que ce chiffre de 17% de 11 à 17, de 11 à 17 avec ouais. 50% en plus, c'est important à noter pour les e-commerçants, hein, c'est que ça devient un marché important. Quand on entend beaucoup parler de mobile first, on voit que dans les chiffres, ça a sa traduction quand même. Faut se préparer à ça. C'est dommage qu'on ne sait pas si l'achat il a été fait sur une appli mobile ou si l'achat il a été fait sur un site responsive design web mobile. On se pose souvent la question, est-ce que... Voilà. Juste une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à la 4G. Je pense que la 4G dans les années à venir va changer le mode d'atteinte de nouveaux clients. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on présente un produit pour un achat en ligne, on va mettre une photo, on va mettre un descriptif. L'apport de la 4G sur l'ensemble des téléphones va, je pense, favoriser la présentation par vidéo, une interaction beaucoup plus forte, parce que voilà, on va avoir une approche beaucoup plus immersive par rapport aux produits, aux services. Il va changer plutôt la partie marketing. On commence déjà à trouver des vidéos de présentation, comment utiliser tel produit. Ça commence déjà à se mettre en place, ce type de marketing. On va passer à la rubrique suivante, les news de la semaine. Première news de la semaine que j'ai notée il y a quelques jours, Box, donc le service de partage de fichiers, entré en bourse, ça fait son IPO, donc créé en 2005, revendique aujourd'hui 32 millions d'utilisateurs, 32 millions quand même. Hein. Là, ils ont levé 175 millions de dollars, ce qui fait une valorisation à 1,67 milliard. Ça fait quand même une grosse valorisation. Que pensez-vous de ces services de partage là, un IPO qu'on peut considérer comme réussi? J'ai regardé ce matin, l'action avait encore plus 50% par rapport
à son coût d'introduction. Mais le marché des partages de fichiers, là j'ai parlé de Box, mais évidemment son concurrent connu avec presque homonyme en est aussi à pratiquer un peu plus d'utilisateurs. Sur le marché, ça correspond à quoi pour vous, ce type de solution, par rapport à vos clients, par rapport toujours à cette transformation numérique? Est-ce que c'est un outil qu'il faut avoir? Est-ce que c'est dangereux? Quel est votre avis? Est-ce que c'est un outil qu'il faut avoir? Oui. Est-ce qu'il faut prendre Box ou Dropbox? Là, j'ai pas la réponse. La chose qui m'a un peu surpris ici, c'est que en fait Box par rapport à Dropbox a été créé avant. Dropbox est arrivé plus tard, a été créé 2 ans plus tard, en 2007. Et il y a une valorisation qui est beaucoup plus forte sur Dropbox actuellement. Alors après, il ne touche pas le même type de marché. Il y en a un qui est plutôt orienté. La Box a démarré sur les professionnels, voilà, Dropbox sur le grand public. Donc 32 millions d'utilisateurs professionnels. Oui, professionnels. Moi, je suis toujours un peu sceptique sur ces. Alors, la solution en elle-même, oui. Le modèle pour moi, il n'est encore pas arrivé à son terme. Ça joue sur la communauté. Plus on peut partager sur une nouvelle plateforme, plus on va attirer du monde. Et si on veut concurrencer des géants comme Google, parce que Google Drive, finalement, qu'est-ce que ça fait un peu la même chose. Il faut jouer sur la communauté et sur l'ouverture du service. Si on regarde actuellement le chiffre d'affaires par rapport à la valorisation, alors j'ai pas le chiffre d'affaires de Box, j'avais celui de Dropbox. Ils sont à quelques dizaines, centaines de millions d'euros par rapport à une valorisation qui est pas loin de 10 milliards, je crois, pour Dropbox. Ce qui est quand même... c'est un peu comme Facebook au démarrage où il y avait une valorisation très forte pour un chiffre d'affaires qui était sachant que aussi ils vont vers des modèles d'illimité pour faciliter la lisibilité de l'offre, ce qui la rend encore moins lisible. Sachant qu'aujourd'hui Box il est limité à 5 ou à 50. 5. Bon, une autre différence aussi qu'il y a entre les deux services, c'est que Dropbox va avoir beaucoup d'hébergement chez Amazon, quand Box est propriétaire de son data center américain. Américain, les deux sont américains. Et sur Dropbox, il y a quelques questions de sécurité. Je ne pense pas que c'est par rapport à Amazon qui se posent. Mais après... C'est surtout dans la solution. En tout cas, par rapport à vos clients, est-ce que vous le rencontrez souvent en utilisation professionnelle, soit Box, soit Dropbox ou un autre Alors, dans mon expérience, Box ou Dropbox n'ont pas été utilisés. La suite Google avec le Google Drive, oui. Après, je pense que, par contre, c'est quelque chose qui est très attendu au sein en tout cas des DSI des entreprises. C'est-à-dire que le fait de pouvoir collaborer ensemble sur un même fichier, de pouvoir partager les documents facilement, sans avoir à se connecter à une plateforme ou c'est plutôt le principe et pas le... Voilà, le principe est très attendu. Après, il y a les questions de sécurité qui se posent en disant, voilà, Box, Dropbox hébergé sur des serveurs aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire de mes données? Ce type de solution sur des serveurs internes, sur un cloud privé, pour moi, a énormément de sens pour les entreprises. Au niveau de la news suivante, il y a moins d'une semaine, B2B et les Convertéo ont publié un baromètre sur la consommation les paiements en ligne. 174 sites e-commerce français ont été interrogés, de taille et de volume d'affaires répartis, variables, sur 5 secteurs d'activité. Que pensez-vous d'un tel baromètre? Il devrait sortir tous les ans. Vous avez lu ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qui a attiré votre attention, Cosmina? Alors, d'abord, un chiffre qui m'a beaucoup capté, c'était les 14% des sites internet qui utilisent OneClick, qui a été développé à la base par Amazon et que moi j'y ai accroché tout de suite en tant que cliente, et je m'attendais que, comme il y a une facilité d'achat, voilà, que j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'est pas sur sur un pourcentage plus élevé. Et ça pose aussi un problème de perception de la sécurité, parce que tu laisses aussi tes coordonnées de carte bancaire. Effectivement. Tu fais confiance à ton prestataire, au fournisseur. Je pense que c'est pas valable, ça n'a pas d'intérêt pour tous les types de marchés. C'est-à-dire si on parle de voyage par exemple, c'est des achats qu'on va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année. C'est pas des achats récurrents, c'est des achats qui coûtent plus cher. Et donc dire en un clic
enfin, quand on va passer, je sais pas, 1 heure ou 2 heures à chercher son voyage, le voyage qui nous plaît bien, devoir se connecter et puis ressaisir sa information de carte bancaire ou même aller la resélectionner si elle est préenregistrée sans avoir à faire un one-click. Pour moi, ça rassure plus le consommateur plutôt que de se dire ok, j'ai payé déjà 1000 € sur ce site-là et d'un seul clic, je peux repayer 1000 € facilement sur un autre voyage sans peut-être m'en rendre compte. Oui, mais on me demande quand même de créer un compte. Donc je laisse quand même mes données personnelles sur un site de type voyage, sachant que c'est peut-être pas quelque chose que je vais acheter toutes les semaines ou tous les jours. Et sur Amazon non plus, je fais pas des achats tous les jours. Mais les volumes sont moins importants. Les volumes sont effectivement le moins importants. Le one-click va répondre à un achat impulsif. Ouais. Et quand tu parlais d'exemple de tourisme, est-ce qu'on fait sur un site de services, de produits de tourisme, est-ce que je fais des achats impulsifs? Ils sont peut-être pas nombreux. Moins. Oui, mais on se pose aujourd'hui des questions sur l'optimisation de parcours d'achat. On essaye de réduire le chemin d'un utilisateur jusqu'à sa facture. Du baromètre d'ailleurs. Voilà. Donc pourquoi pas adopter cette méthode de paiement qui permet justement de réduire énormément le parcours utilisateur. Beaucoup d'études ont montré que à chaque étape, on perdait des clients, des visiteurs, et donc moins il y a d'étapes, moins on en perd. C'est vrai que 14% c'est très faible par rapport au marché. C'est-à-dire que même si le voyage sur Internet c'est quelque chose qui est important, il y a plein de secteurs sur lesquels on pourrait faire ce one-click et qui aurait du sens et qui pour l'instant ne l'ont pas. Tu avais noté un chiffre particulier? Oui, alors moi le chiffre qui m'a surpris, alors je connais moins la partie e-commerce et voilà, moi je suis plus, comme on disait tout à l'heure, indoor, mais le chiffre qui m'a surpris c'est le 59% des personnes qui abandonnent leurs transactions si leur mode favori de paiement n'est pas disponible sur le site. Quand on sait la sécurité actuelle qu'on a sur des solutions de paiement comme PayPal, sur les cartes bleues, sur des virements, ce chiffre m'a surpris. C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur, je ne me vois pas abandonner à la dernière étape parce que il n'y a que PayPal qui est disponible et que je dois me créer un compte PayPal, enregistrer ma carte bleue là-bas. Voilà, je fais confiance à des noms qui sont connus. C'est peut-être plus évident sur la partie livraison, parce qu'il n'y a pas le mode de livraison que j'ai habituellement. Relais poste, etc. Alors, le chiffre est un peu surprenant dans ce contexte-là. Ouais, sachant que pour PayPal, j'ai déjà créé un compte sur un site, il faut que je le crée un compte sur un partenaire, même si c'est PayPal ou peu importe. Ça me demande encore une action, on demande encore quelque chose de la part de l'utilisateur qui est pressé, qui a aussi la possibilité d'aller ailleurs, où on trouve toutes les méthodes de paiement. Oui, mais entre quelqu'un qui va abandonner un achat et donc aller sur un autre site pour faire le même achat, repasser du temps, ou alors aller se créer son compte PayPal, voilà, moi ça m'a surpris de se dire quand on a finalisé, on a choisi nos produits, on est arrivé à la dernière étape, en général quand on est au moment de paiement, on a déjà choisi son mode de livraison, donc on a déjà tout fait. Me dire bah voilà, il n'y a que PayPal ou que la carte bleue et j'avais l'habitude d'utiliser l'autre donc j'arrête. Ça m'a surpris. C'est-à-dire que le mode à mon avis, la communication sur la sécurité des solutions de paiement actuelles est peut-être pas suffisamment forte, il y a encore une réticence à ce niveau-là. D'accord. Merci pour vos avis, on va passer à la rubrique suivante. Geekery et compagnie. On va parler maintenant de quelques des produits ou des services en ligne qui peuvent aider à la transformation. Donc dans Geekery Company, on va traiter aujourd'hui le produit SCIO. Vous l'avez peut-être vu, ils ont eu une campagne sur Kickstarter. C'est un capteur moléculaire de poche. Alors vous voyez la vidéo en ce moment qui passe sur l'écran. Bon voilà. En quoi ce type de produit, est-ce que c'est juste un gadget, ou alors vous imaginez réellement des usages, de nouveaux usages pour ce type de produit dans notre vie de tous les jours ou dans une activité professionnelle? Enfin oui, on peut trouver plein d'applications à ce genre d'outils au niveau professionnel. Quand on parle de personnes qui sont sur le terrain pour analyser quel type de roche on a, pour analyser voilà, ça évite d'aller dans un laboratoire. Après, il faut voir la précision. Ils ont déjà cette activité-là. Ce type de roche, ils ont déjà aujourd'hui cette activité. Donc c'est pas sur ce capteur-là que ça va amener quelque chose. Enfin, sur le grand public, sur la portabilité, sur deux choses, peut-être. Au niveau du grand public, ça peut avoir du sens pour je sais pas, on est dans un restaurant, on veut vérifier que l'aliment qu'on a servi, c'est bien celui qu'on a commandé. Qui cheval. Voilà, exactement. On va faire un séjour en Chine ou au Vietnam et puis on nous dit voilà, c'est des nems, est-ce qu'il y a du chien dedans? Bah ok, on va regarder. D'accord.
Bon, ça peut rassurer le consommateur sur ces plans-là. Après, est-ce que c'est au niveau professionnel, je pense que ça peut avoir ça a un intérêt beaucoup plus fort pour la partie grand public. Pour moi, c'est plutôt gadget. Niveau professionnel, après, comme tu disais, ils ont sans doute déjà des capteurs qui existent et qui permettent d'analyser sur des choses spécialisées qui sont sûrement plus précises que ce capteur-là qui va couvrir un spectre beaucoup plus large. Le cas d'usage que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est je scanne mes médicaments. Quand on a une panoplie de médicaments qui sont à peu près tous de la même taille, de la même forme, même couleur, etc. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est toujours le petit gadget qu'on a dans la main et qu'on scanne, ou est-ce que c'est intégrer un pilulier, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce contexte-là est intéressant. Parce que ça amène un nouveau type d'usage, et dans ces moments où beaucoup de gens veulent du principe de précaution, ça pouvait être une réponse à ceux qui ont ces contraintes-là. Autre outil connecté également, Gyroptique, qui est un système de caméra 360. Donc on connaît ce qu'on sait faire chez Google, quand on va sur Google Street View et qu'on voit le indoor. On voit photosphère, ce qu'on peut faire, mais avec des résultats plutôt moyens. Voilà, moi j'ai trouvé que sur ce produit-là, une vue à 360 pour faire des photos, pour faire de la vidéo, on a des capacités de partager des aspects immersifs. Ça a été intéressant. Ouais. Vous l'imaginez comment? Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant et je te rejoins exactement sur l'usage. La première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est Google. Et donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce type d'outil là où les voitures Google ne passent pas? Par exemple pour des sentiers de grande randonnée ou ce genre de choses, utiliser cette caméra-là pour justement avoir une vision sur l'environnement. Dans le domaine du tourisme. Tourisme, voilà. Après, dans le domaine là aussi du grand public, dire j'achète ça pour moi pour faire des photos de vacances ou je pars entre potes et puis je vais photographier avec cet appareil-là. Là, je suis plus réservé quand on voit le prix, c'est 500$ l'appareil pour faire une vidéo ou une photo 360. Ça fait relativiser l'usage. Donc pour moi, avoir un usage touristique de l'appareil, oui, il y a plein d'utilités. Si c'est destiné au grand public, je pense qu'il va falloir que le prix baisse pour qu'il y ait une adoption forte sur cet appareil-là. Et c'est l'adoption qui fera le succès aussi du produit. Ouais. Ça peut faire partie des campagnes marketing, utiliser ce type de prise de vidéo pour faire des campagnes marketing très avancées, très intéressantes. Parce que sur un nouveau produit, dans un showroom, celui qui a un showroom qui est plutôt store, pas web, mais pouvoir présenter son produit avec peu de moyens quand même, ça a quand même un impact fort. À retrouver ça sur un site web, ce côté immersif, ça peut avoir beaucoup de valeur en termes de marketing. 500$, là, le prix, il est tout de suite... c'est pas le même rapport. Voilà. Très sélectif. Ok, merci pour vos réactions. On arrive à la fin de cette émission, donc la grande transformation. Si vous voulez réagir à l'émission, utilisez sur Twitter le hashtag qui apparaît au bas de l'écran. Merci en tout cas de votre attention. Merci à vous deux pour votre participation. Merci. Et à la semaine prochaine.